je ne sais pas comment le dire, peut-être pour les Français, on a affaire à un cas de figure à la Bourbon. Faire sauter la royauté, c'est pas faire sauter la royauté, c'est faire sauter les Bourbons, faire sauter une histoire, une Capet, etc. Je ne vais pas remonter, mais c'est un peu ça. On s'attaque à plus grave que juste un personnage. On s'attaque à l'histoire de la Syrie de ces 50 dernières années, plus 60 dernières années, et on s'attaque à lui, à son père, à sa famille. Ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est d'avoir mis sa famille au pouvoir, avec un pilier militaire et un pilier des affaires. Et on s'attaque à tout un système qui était mis en place pas par lui, par son père, bien avant lui, et par sa propre histoire. C'est compliqué pour lui. J'allais dire, vous nous décrivez une dictature classique. Le problème, c'est qu'actuellement, on a un pays où il y a eu au moins 10 000 morts en un an, et on se rend compte qu'en dépit de l'activité internationale, il reste extrêmement difficile de faire quelque chose. Très compliqué de faire quelque chose. C'est pour ça que la force robuste, est déjà difficile, parce qu'en plus, Alain Juppé l'a dit d'ailleurs 3 fois, c'est très compliqué parce que même une intervention étrangère, je ne suis pas sûr que ce soit forcément l'idéal et que je ne suis pas sûr que ce soit très bien vécu par les Syriens. Alors revenons quand même sur le cessez-le-feu lui-même, bien entendu, Alexandre Adler. Voilà, comment il faut l'interpréter? Il y a quand même une accalmie de fait. On entendait Ramda Cassis nous dire, mais il ne faut absolument pas prendre ça au pied de la lettre. Quelle perception en avez-vous? Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent ce soir qui se disent, mais voilà, le pays respire quand même un peu et les pluies d'obus ne sont plus là. J'imagine que quand on est à Rome, c'est qu'on peut sortir sans avoir le crâne une balle perdue. Il y a un moment de soulagement, comme on en a connu dans les tranchées pendant la guerre de 14. Il y a eu des moments comme ça, mais ça n'est pas la fin de cette affaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons parlé au téléphone avec votre collaboratrice début de l'après-midi, et elle m'a demandé ce que j'en pensais du cessez-le-feu, et Madame Ramda Cassis a expliqué exactement tout ce que j'aurais pu dire, moins bien d'ailleurs, mais c'est-à-dire que le cessez-le-feu, c'est à la libanaise, dans un quart d'heure c'est reparti, de toute façon il n'y a de la part de Bachar Assad et du régime au pouvoir aucune volonté quelconque d'aller vers un compromis supplémentaire. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et ceci est apparu début, puisque en fait, dès le début de l'insurrection, il y a eu à ce moment-là des bonnes âmes qui pensaient plutôt du bien de Bachar Assad. Par exemple, le Premier ministre turc Erdogan, qui lui a dit « Allons, nous sommes très proches, ça peut se régler, il faut maintenant organiser un forum, discuter. » Oui. Et puis, immédiatement, ça a été l'ordre de faire feu. Et vous nous dites voilà, qu'il gagne du temps, tout simplement. Je pense qu'il gagne du temps, mais c'est là où le cerveau reptilien est vraiment en action. Il gagne du temps par rapport à un objectif stratégique. C'est pas comme un joueur d'échecs qui gagne du temps en bougeant des pions de manière à gagner. Non, non, il ne sait pas où il va. Non seulement il ne sait pas où il va, mais il y a un côté hamlétien chez ce personnage, c'est qu'il est incontestable. Je suis d'accord qu'il n'a pas grand-chose, mais en même temps, il a essayé au début, il a fait une petite perestroïka, il a levé les droits de douane sur les ordinateurs, il a organisé un certain nombre de ses copains de faculté pour qu'ils fassent des cercles de discussion. Ils se sont tous retrouvés en prison, il n'en a pas sorti un seul après. Mais il a essayé. Et en fait, ce que l'on comprend, c'est qu'il ne s'agit pas d'un homme, on parle toujours de Bachar, bon ça c'est l'isolation qu'il veut donner, mais d'une famille. Exactement comme dans Le Parrain, et vous les avez tous, vous pouvez en faire un peu le portrait, et un certain nombre sont nettement plus durs que lui. Maher, son frère, commande la garde républicaine. Pardonnez-moi, vous nous dites que Bachar n'est même pas le parrain en chef, si je puis dire. Il est le Godfather. De temps en temps. Il a quand même sa sœur, elle est le seul homme de la famille, et son beau-frère, qui a été longtemps le chef des services secrets, a été mis un petit peu à un moment donné sur la touche, et ce sont des gens qui sont très durs. La veuve aussi, elle est absolument persuadée qu'il ne faut rien céder. Donc bien entendu, Bachar Assad est d'accord aussi pour l'essentiel, mais les Maklouf, qui sont les milliardaires derrière la famille, plus la famille Assad, est persuadée qu'ils luttent au fond pour leur survie. Et c'est ici que malheureusement les mécanismes minoritaires qui sont très importants dans ces sociétés en Syrie comme en Irak, au Liban, sont là pour leur dire tu es le dos au mur, si jamais tes yeux scillent, tu seras égorgé. Et évidemment, cette paranoïa qu'il partage, je pense qu'il la partage sincèrement, il la diffuse. Il la diffuse vers toutes les communautés qui craignent, en effet, demain, la victoire de la majorité. Exactement comme la victoire de la majorité chiite en Irak n'a pas été la joie pour les sunnites irakiens, eh bien, il y a beaucoup de chrétiens syriens, pas aux intellectuels comme Mme Cassis, pas des personnalités comme Michel Quillot, qui lui vient d'une expérience communiste, mais il y a beaucoup de chrétiens à la base, et le patriarche maronite lui-même de l'autre côté de la frontière qui disent « Ah, si jamais c'est l'opposition,
c'est la fin des chrétiens syriens, ne vont plus sonner les cloches, etc. Les Druzes, à côté de Deraa, dans la montagne, vous montez de 10 km de Deraa, vous êtes chez les Druzes. Pas un village druze n'a bougé. Et de la même manière, les Kurdes sont en train de se faire acheter pour mettre des bombes en Turquie pour punir Erdogan. Donc, si vous voulez, je ne dis pas du tout, je trouve ça admirable, hein, mais je pense que le jeu ethnique, c'est d'ailleurs un paradoxe extraordinaire pour un petit le Baas, qui prétendait dès sa fondation qu'il n'y avait plus de chiites, de sunnites, de chrétiens. Le pays. Nous sommes tous arabes. Nous sommes bien plus que le pays, il fallait unifier tout le monde arabe. Nous sommes tous arabes, il n'y a plus rien, plus de minorité. Eh bien, ils finissent dans la faillite, en Irak comme en Syrie, par être le parti des minorités, et avec une violence calculée. Et en même temps, ils pensent qu'à force d'intimidation, comme Hafez était arrivé à le faire à Hama, où lui, il est arrivé à 30 000 morts tout de suite, hein, pas 10 000. Il va finir par y arriver parce qu'il a mis dans son équation, c'est ça son idée, trop de gens qui ne veulent pas qu'il tombe. Les Russes, bien sûr, pour des raisons absurdes d'ailleurs, les Iraniens, pour des raisons beaucoup moins absurdes, et Dieu sait qu'ils sont là. Je vais y revenir dans notre reportage. Et alors ils se disent, voilà, finalement, et puis les Occidentaux, ils n'aiment pas trop les frères musulmans, même s'ils sont d'accord pour qu'il y ait un apaisement. Alors à force de les écœurer, de les désinformer, et de s'appuyer sur nos vrais amis, Moscou, Téhéran, finalement, ça va céder. Alors c'est la question de savoir si un jeu aussi absurde et dangereux peut marcher. Malheureusement, nous sommes dans un monde où il n'y a pas toujours la solution. Je ne suis pas revenu avec ma boîte à outils, avec une clé pour ouvrir la porte. Alors avant la solution régionale, il faut déjà se demander ce qui peut être fait dans le pays. Revenons sur cette histoire d'observateur, qu'il soit qualifié de robuste ou non. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose et que c'est nécessaire, en tout cas dans un premier temps? Ramda Cassis, et ensuite on va voir avec Pierre Servan comment ça s'organise. Oui, bien sûr. Il faut envoyer des observateurs en Syrie pour observer bien, pour savoir ce qui se passe en réalité en Syrie. Même, c'est vrai que je suis opposante, mais quand même, j'ai le droit d'avoir des doutes. J'ai le droit de me questionner moi-même ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie. Nous avons besoin de ces observateurs, nous avons besoin aussi des journalistes qui sont des journalistes libres, qui peuvent nous transmettre la vraie image, ou je veux dire la réalité et ce qui se passe en Syrie. Mais je veux juste commenter quelque chose. On parle toujours de majorité et des minorités. Moi, je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord avec ça. Parce que c'est vrai qu'on a l'OC, c'est-à-dire sunnite, qui est beaucoup plus que... Il est majoritaire, beaucoup plus que les autres minorités, même si les minorités, bien sûr, en comptant les minorités ethniques et religieuses qui font 35% de pays. Mais aussi, on a oublié que même chez les sunnites, il y a des sunnites sophistes, il y a des sunnistes laïcs, il y a des sunnistes frères musulmans, sunnistes salafistes, et qui ne sont pas d'accord. Et on ne peut pas les mettre dans un bloc comme ça. Alors, il faut les séparer, il faut les diviser. Moi, je crois vraiment que la Syrie est un pays de minorité et ce n'est même pas un pays des minorités et une majorité. Alors, je vous le dis, nous reviendrons sur ces questions, notamment religieuses, dans la dernière partie de l'émission. Je repars quand même sur le terrain aujourd'hui, et ce qu'on pourrait qualifier de terrain militaire. Ça s'organise comment, une force d'observateurs, en combien de temps, avec quels moyens, et avec quel risque, Pierre Servan? Alors, déjà, il faut que le pays accepte de les recevoir. Il y a des préalables. C'est-à-dire que je pense que dans les préalables, il fait que le plan de Kofi Annan soit respecté, et il y a 5 ou 6 points. On avait évoqué plusieurs, la liberté de la presse, la libération des prisonniers, la possibilité de manifester, le retrait vraiment des forces et le fait que les armements lourds disparaissent du paysage. Vous savez traduire le Kofi Annan, vous? Je vous donne le dernier communiqué. Il vient d'informer les membres du Conseil de sécurité de l'ONU que le gouvernement syrien ne s'était pas mis totalement en conformité avec son plan de paix. Il presse le Conseil de sécurité de demander au régime de Bachar el-Assad le retrait des soldats et des armes lourdes déployés dans les centres urbains. Là encore, une des dispositions de son plan, et il ajoute que le cessez-le-feu entré en vigueur est fragile et que l'ONU doit envoyer rapidement une première vague d'observateurs internationaux pour surveiller son application. Alors, ça semble clair comme ça, après ça devient réalité. On est dans un jeu tactique. Je crois que tout ce qui a été dit ici montre très clairement, je crois que du côté du pouvoir syrien, il y a à mon sens aucune volonté de véritablement rentrer dans un processus où des étrangers vont arriver, vont commencer à mettre leur nez dans tout ça. Donc je n'y crois pas. Mais en même temps, du côté de Kofi Annan, qui est parfaitement conscient de ça, il y a une toute petite ouverture, puisque le cessez
cessez-le-feu est à peu près respecté alors qu'il n'a pas été à 2 jours et qu'en plus Bachar el-Assad a sorti de son chapeau de nouvelles exigences en disant si les opposants ne s'engagent pas déjà unilatéralement, rendent leurs armements, etc. Vous imaginez l'armée syrienne libre si elle va commencer effectivement à dire oui on va redonner nos armements. Donc il avait déjà... Vous imaginez le régime dire que maintenant les libertés de la presse et le droit de manifestation qui n'ont jamais existé. Bien sûr. C'est également l'entrée dans le futur. Là. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on est dans un jeu d'une hypocrisie totale, sauf que du côté de Kofi Annan, il y a la volonté d'essayer de saisir le tout petit dé d'une ouverture pour mettre le pied dans la porte et essayer de coincer un peu le régime de Bachar el-Assad pour mettre des observateurs. Donc la diplomatie de Kofi Annan, c'est le pied dans la porte, si je comprends bien. Oui, c'est ça, c'est vraiment essayer de rentrer dans les interstices. En espérant que ça ne fait pas trop mal et que ça puisse servir à quelque chose. Jouer sur la Russie qui essaye de lâcher du lest et sur l'Iran que Bachar el-Assad, au moins, entrouvre la porte. Après, on arrive à votre question qui est importante, c'est que la porte est entrouverte, il faudrait mettre des hommes, des observateurs. Voilà. Et là, l'ONU se retourne vers des pays en disant, bon, qui veut être contributeur là-dedans? Et là, on retrouve un autre problème, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas grand monde qui ait vraiment envie, dans ces circonstances-là, de mettre des observateurs. Pardonnez-moi, Alain Juppé, en disant, il faut mettre des robustes, il désignait des gens. Non, alors c'est le terme de robustesse qui va poser problème, que Damas va s'en servir. C'est-à-dire, c'est l'idée que les observateurs qui seraient mis en place doivent avoir la capacité, une certaine capacité de riposte militaire s'ils sont visés. Je prenais l'exemple de 84-85, les casques blancs dans le Chouf, où un certain nombre d'entre eux ont été tués. Pourquoi? Parce que les différentes parties prenantes, quand ils commençaient un peu à s'embêter avec le cessez-le-feu, ils ne se tiraient pas dessus pour respecter le cessez-le-feu, mais ils s'amusaient à tirer ensemble au même moment sur les casques blancs. Donc tout d'un coup, les casques blancs se faisaient tirer par les Druzes, par les chiites d'Amal, voilà. Donc, vous avez connu ça, vous? C'est sympathique. J'étais sur place. Et les casques blancs que j'ai rencontrés dans le Chouf, ils avaient une arme de poing. Ils n'avaient aucune capacité de riposte, ils n'avaient aucune robustesse pour que les parties prenantes en face, qui n'étaient pas démesurément armées, se disent, bon, on ne va pas leur tirer dessus parce qu'ils ont une capacité de riposte. Pistolet contre roquette, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez, dans la robustesse, on est dans le fait que les Français disent cela, en disant, attention, on envoie des observateurs, comme on n'a aucune confiance dans le régime. Vous pouvez avoir des provocations aussi de l'autre côté, puisque l'opposition est extrêmement fracturée. Vous pouvez avoir des personnes à l'intérieur qui se disent non, on ne sortira pas par ce biais-là, parce que Bachar el-Assad va nous balader pendant 2 ans avec des petites avancées. Il n'y a que force armée. C'est un discours qu'on entend du côté d'une fraction de l'opposition, en disant il n'y a que la lutte armée, l'armement venant d'Arabie Saoudite et du Qatar, peuvent être tentés eux aussi de jouer la provocation. Tous les conflits de ces 20 dernières années dans ce type de configuration avec de l'interposition des casques bleus, des casques blancs, on sait parfaitement que toutes les parties prenantes jouent avec les forces internationales sur place pour essayer de gagner le coup d'après. Ça paraît inimaginable que le régime syrien accepte, je veux dire, la moindre force militaire étrangère sur son territoire, même légèrement armée. Enfin, oui, mais et puis pas seulement le régime syrien. On les envoie le casse-pipe, à mon avis, pour parler au plus clairement du monde. Le premier casse-pipe vient d'être évoqué très simplement. C'est qu'effectivement, on envoie des boucliers humains d'une façon ou d'une autre. Alors chacun prenant le bouclier, chacun son tour. Ils vont tirer comme des lapins selon... parce qu'on parlait, je ne reviens pas sur la division religieuse, mais il y a une division territoriale également qui est très importante. Un sunnite d'Alep, il n'a rien à voir avec un sunnite de... C'est pas le même, c'est pas les mêmes terres, c'est pas les... Bon, bref, chacun son petit fief. Alors vous allez mettre des casques blancs entre le fief rouge et le fief bleu, vous allez avoir une drôle de mayonnaise au milieu, ça risque de faire très mal. Et deuxièmement, le casse-pipe, il est politique, mais il sait méconnaître les Syriens, que d'imaginer que n'importe quel Syrien, avec la fierté syrienne, l'histoire profonde de la Syrie, va accepter qu'un Qatar, comment dit-on maintenant, Qatarien, je crois, qu'un Qatarien va lui dicter ce qu'il faut faire. Enfin, c'est comme ça qu'ils vont le vivre. Ils ne le vivront pas. Un arabe, ils appellent ça les arabes. Et pour un levantin, un arabe, c'est quelqu'un qui habite la péninsule arabique, pour être simple. Donc, ils n'accepteront jamais qu'un arabe lui dise ce qu'il faut faire. Jamais de la vie. Ça ne peut pas se passer comme ça. La Syrie, c'est le centre de la réalité. Ils considèrent, dans leur livre d'histoire, profondément, ils en sont tous convaincus, opposants, ce que vous voulez, ils ont inventé l'arabité. Donc, vous ne pouvez pas leur dicter quoi que ce soit venant de l'extérieur. Alain Juppé, jusqu'à présent, l'avait très bien compris et il expliquait très bien ça. Et voilà pourquoi il expliquait qu'il n'y aura pas d'intervention étrangère parce que je connais le peuple syrien, etc. C'est ça qu'il voulais dire. Je me fais de traduire ses propos, j'espère
j'espère que c'est ça qu'il voulait dire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et je trouvais qu'il avait très bien vu la chose. Alors dans la répression, Bachar el-Assad peut compter sur son frère Maher. Ce dernier contrôle notamment la garde républicaine et le 4e régiment de l'armée syrienne. C'est donc lui qui mène la répression sur le terrain. Leur père Hafez el-Assad a lui-même mené une répression féroce, notamment à Hama en 1982. Bref, le pays est une dictature familiale depuis plus de 50 ans. Margot Chouraki. De père en fils, les Assad, lions en arabe, font régner la terreur en Syrie depuis plus de 40 ans. D'abord le père Hafez, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1970. 30 ans règne de plomb et l'idéal baassiste d'unité arabe balayée au profit d'une dictature personnelle. Pas d'élection, pas de liberté d'expression et une police politique qui réprime toute contestation. Il y a eu notamment le massacre de Hama en 1982 qui écrase l'insurrection des frères musulmans, de 10 à 25 000 morts, un carnage sans image. Le terrorisme est condamnable. Nous sommes contre le terrorisme partout où il se produit. Sinon, on remettra en cause tous les concepts que l'homme a accumulés à travers les âges. Nous sommes donc contre le terrorisme. En juin 2000, Hafez meurt d'une crise cardiaque. Plongé dans la douleur, le pays pleure le père de la nation. Les images du dauphin Bachar envahissent les rues syriennes. Pourtant, rien ne le prédestinait à devenir le nouvel homme fort. Ça devait être Bassel, l'aîné du président Hafez, mais il meurt en 1994 au volant de sa voiture. Bachar, étudiant en ophtalmologie à Londres, rentre en Syrie. Il suit une formation militaire accélérée et devient colonel en quelques années. Élancé, les yeux bleus et une fine moustache, Bachar, 35 ans, incarne modernité. Comme sa femme, Asma, la rose du désert, née dans les beaux quartiers de Londres et avocate de formation. J'espère voir un jour un monde dans lequel les femmes peuvent aller jusqu'au bout de leur ambition et être à égalité des hommes dans le monde du travail, des affaires et de la politique. Bachar incarne alors le printemps de Damas et devient fréquentable pour l'Occident. Preuve de son retour en grâce, il est plusieurs fois invité à Paris par Jacques Chirac et plus tard par Nicolas Sarkozy. Nous sommes toujours en avant, nous ne sommes pas reculés, nous allons en avant toujours. L'ouverture en Syrie est beaucoup plus grande de par le passé. Nous n'avons pas réalisé tout ce que nous voulons. Il y a un retard à cause des conditions politiques difficiles. L'extrémisme, la pauvreté, le manque du développement dans la région, ce sont des raisons qui donnent un impact sur l'opération du progrès et de l'économie en général. Nous avons effectué des pas positifs, nous sommes au début du chemin, le chemin est très long. Bachar est le visage présentable de dictature. Une étincelle a suffi pour révéler la vraie nature du clan. Ces choses faites à Dera en mars 2011, quand quelques enfants rebelles osent défier le pouvoir à coups de Bachar dégage, tagués sur les murs de leur école. Entre le frère de Bachar el-Assad, Maher, qui dirige les forces de sécurité, le cousin Rami Mahfouz qui tient tout l'aspect économique du clan, là il y a vraiment, on voit bien une solidarité très forte pour se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. Maher, le petit frère à la main de fer, passe pour le boucher des Assad. Sur cette vidéo tournée en 2008, où il photographie des cadavres démembrés. Commandant de la 4e division blindée, unité d'élite suréquipée et patron de la garde républicaine, c'est lui qui a supervisé l'assaut de Baba Hammer, ultime bastion des insurgés à Homs. Son frère voulait resserrer l'étau sécuritaire autour de cette ville et aurait été conseillé par l'Iran, comme le révèlent des mails détournés de sa messagerie par l'opposition et publiés par le Guardian. Alors, comme vous, nous découvrons les informations telles qu'elles arrivent au fur et à mesure, puisque cette émission est en direct. On vient d'entendre que les présidents Obama et Sarkozy exhortaient la Syrie à respecter le plan Annan. Le communiqué émane de l'Élysée. Les deux chefs d'État sont également convenus d'intensifier leurs
fort pour que cesse définitivement la répression contre le peuple syrien et pour qu'une aide urgente lui soit apportée. Enfin, les présidents américains et français entendent également qu'une aide humanitaire d'urgence soit apportée au peuple syrien, je vais vous le dire, et qu'il puisse choisir librement son destin. Ils affirment enfin que les responsables des exactions auront à répondre de leurs crimes. Ça s'appelle quoi ça? C'est une montée en pression? C'est formidable, non? Ça s'appelle la méthode du docteur Coué. Ça fait du bien pendant 2 minutes. Mais il n'y a pas une phrase de ces communiqués qui puisse être applicable aujourd'hui. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on défère le jeune Assad devant un tribunal international à La Haye. Je suis d'accord qu'on distribue de l'aide humanitaire. Je suis même qu'il y ait un peu de bonbons pour les enfants. Mais où et quand? Comment on va commencer ça? Avec qui? Et évidemment, nous sommes dans une situation de blocage complet où, curieusement, c'est vraiment la commandite absolue. Une famille dirige une secte dirige une armée, l'armée dirige un État, l'État s'appuie sur 2 grandes puissances qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité, plus un troisième qui est le dos au mur, l'Iran, et qui considère qu'il joue sa survie à Damas. Alors justement, par conséquent, de 2 choses l'une, où on vient effectivement en force, et c'est pas les muscles, biscotto, des conneries, où on affronte effectivement ce régime, on ne l'affronte pas. Je ne suis pas du tout persuadé qu'il faille l'affronter. Ne croyez pas que je suis en train... Et donc ça veut dire qu'il faut par exemple que les présidents américains et français se taisent? Non, est-ce que ça veut dire par exemple... Je pense que plus on parle pour ne rien dire, comme Paul Réau, la route du fer est coupée, et plus on démoralise les gens. Parce que bien entendu, je ne souhaite évidemment pas le soutien, le poursuite de cette dictature sous quelque forme.